Il arrive dans la vie de chaque être humain un moment particulier, souvent déroutant, parfois douloureux, où le monde extérieur cesse progressivement de faire sens. Les conversations deviennent superficielles, les relations perdent leur saveur. Le bruit du quotidien fatigue l'âme plus qu'il ne la nourrit. À ce stade, beaucoup pensent traverser une phase de vide, de solitude ou de retrait social. Pourtant, dans les profondeurs de la psyché, quelque chose de bien plus important est à l'œuvre. La psychologie analytique de Carl Jung nous enseigne que l'être humain ne se construit pas seulement dans l'adaptation au monde extérieur, mais surtout dans la rencontre avec son monde intérieur. Ce processus fondamental porte un nom, l'individuation. C'est le chemin par lequel l'ego cesse de vivre uniquement selon les attentes, les conditionnements et les rôles imposés, pour se rapprocher progressivement de sa nature profonde. Or, ce chemin ne peut s'ouvrir que dans un espace rare, le silence. Le silence n'est pas une absence, il est un lieu, un territoire intérieur où les masques tombent, où les illusions se dissolvent, où les vérités enfouies remontent à la surface. Dans le tumulte du monde moderne, l'âme n'a plus d'espace pour se dire. Elle est couverte par le bruit, distraite par l'agitation, fragmentée par les stimulations permanentes. Le silence devient alors une nécessité vitale, non pour fuir la réalité, mais pour enfin l'habiter pleinement. Entrer dans le silence, c'est accepter de rencontrer ces zones d'ombre, ces peurs, ces blessures, mais aussi ces trésors cachés, ces forces inexploitées, et cette sagesse profonde que Jung appelait le soi. Car au fond, ce que nous cherchons tous n'est pas plus de reconnaissance extérieure, mais une cohérence intérieure. Pas davantage de liens superficiels, mais une relation authentique avec nous-mêmes. Et c'est précisément ce que le silence permet. Il ouvre la porte de l'individuation. Il devient un guide, un miroir, un passage. Dans cette exploration, nous allons découvrir comment le silence agit comme un véritable catalyseur de transformation intérieure, et pourquoi il constitue l'un des actes les plus puissants de croissance psychique et spirituelle. Et c'est précisément en entrant dans cette écoute intérieure que surgit une première révélation essentielle. La plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous croyons devoir être. Et c'est précisément en entrant dans cette écoute intérieure que surgit une première révélation essentielle. La plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous croyons devoir être. Très tôt, presque sans nous en rendre compte, nous apprenons à nous regarder à travers les yeux des autres. Avant même de savoir qui nous sommes, nous cherchons à savoir si nous sommes aimés, approuvés, reconnus. Chaque sourire reçu devient une confirmation. Chaque silence, une interrogation. Ainsi se construit peu à peu une équation invisible. Je vaux ce que l'on me renvoie. Dans l'enfance, ce mécanisme est naturel. L'être humain naît dépendant, vulnérable, ouvert. Il se façonne dans le regard qu'il accueille. Mais avec le temps, cette dépendance affective peut se transformer en prison intérieure. Nous continuons à attendre du monde la preuve que nous existons, comme si notre propre regard ne suffisait jamais. Alors s'édifie une identité façonnée par l'adaptation, une version de nous-mêmes ajustée, polie, parfois même effacée, afin de correspondre aux attentes perçues. Nous apprenons à montrer ce qui est valorisé et à cacher ce qui dérange, à sourire quand il faudrait pleurer, à nous taire quand quelque chose crie en nous. Cette construction devient un masque social, si familier que nous finissons par le confondre avec notre véritable nature. Dans la psychologie jungienne, ce masque porte un nom, la persona. Elle est la façade que nous présentons au monde, le rôle que nous jouons pour être acceptés, intégrés, reconnus. Elle n'est pas mauvaise en soi. Elle permet l'adaptation,
la communication, la cohésion sociale. Mais lorsqu'elle devient l'unique fondement de notre identité, elle nous coupe de notre profondeur. Car une valeur fondée uniquement sur l'apparence est instable par nature. Elle oscille au gré des compliments et des critiques, des succès et des échecs, des comparaisons incessantes. Chaque validation apporte un soulagement temporaire. Chaque remise en question déclenche une chute intérieure. L'estime de soi devient alors un champ de bataille permanent, où l'esprit lutte pour maintenir une image fragile. Peu à peu, cette tension s'insinue dans tous les domaines de la vie. Elle colore les relations, transforme les choix, influence les silences. La peur de décevoir devient un moteur. La crainte de ne pas être à la hauteur guide les décisions. L'être humain s'éloigne lentement de son centre, pris dans une quête infinie de reconnaissance. À ce stade, l'inconscient commence à parler. Non pas par des mots, mais par des sensations diffuses. Une fatigue inexpliquée, une lassitude chronique, un sentiment de vide intérieur, une anxiété sourde qui persiste même dans les moments de réussite. Ces signaux ne sont pas des défaillances, ils sont des messages. Ils indiquent que quelque chose d'essentiel a été négligé. Car derrière le masque, une autre réalité cherche à émerger. Une dimension plus vaste, plus authentique, plus vivante. Mais cette dimension ne peut se révéler tant que l'être humain s'identifie exclusivement à son image sociale. Tant que la valeur personnelle dépend de ce qui est visible, mesurable, validé. Ainsi naît une fracture intérieure. D'un côté, l'image que nous tentons de maintenir. De l'autre, une profondeur silencieuse qui attend d'être reconnue. Entre les deux, une tension constante, presque imperceptible, mais persistante. Une impression diffuse de ne jamais être totalement soi. Et dans ce décalage, quelque chose s'agite. Une inquiétude subtile. Une sensation que la vie ne se vit pas pleinement. Comme si une partie essentielle de l'être restait dans l'ombre, observant en silence le spectacle de l'adaptation. C'est dans cet espace intérieur, souvent ignoré, que commence véritablement la quête de l'estime authentique. Car lorsque notre valeur dépend du regard extérieur, une voix intérieure commence inévitablement à se former. Une voix qui observe, compare, évalue et condamne, celle du juge intérieur. Il ne parle pas toujours fort. Parfois, il murmure. Parfois, il se contente d'un soupir intérieur, d'un regard sévère porté sur soi-même, d'un sentiment diffus d'insuffisance. Pourtant, sa présence est constante. Il observe chaque geste, chaque pensée, chaque hésitation. Il évalue, compare, corrige, condamne. Cette voix intérieure, que beaucoup confondent avec leur conscience, est en réalité l'un des mécanismes psychiques les plus puissants qui soient. Elle ne naît pas dans le vide. Elle se construit lentement, à partir de fragments émotionnels, de phrases entendues, de silences lourds de sens, de regards déçus, d'exigences répétées. Elle est façonnée par l'histoire personnelle, les cadres familiaux, scolaires, culturels. Elle est l'écho intérieur d'un monde extérieur longtemps intériorisé. À force d'exposition, ces messages deviennent des certitudes. Ce qui n'était qu'une remarque devient une règle. Ce qui n'était qu'un reproche ponctuel se transforme en jugement permanent. Peu à peu, l'esprit intègre ces voix étrangères et les fait siennes. Le psychisme érige alors un tribunal intérieur où chaque pensée est passée au crible, chaque émotion soumise à l'examen, chaque erreur transformée en accusation. Dans la psychologie jungienne, cette structure appartient au royaume des complexes inconscients. Ces noyaux émotionnels, chargés d'expériences anciennes, influencent silencieusement nos réactions, nos choix, nos peurs. Ils ne raisonnent pas. Ils réagissent. Ils ne dialoguent pas. Ils déclenchent. Lorsqu'un complexe s'active, le sujet ne perçoit plus la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle résonne avec son histoire.
Une simple remarque peut raviver une blessure ancienne. Un léger échec peut réveiller un sentiment archaïque d'indignité. Le présent devient alors le théâtre d'un passé non résolu. Le juge intérieur fonctionne précisément de cette manière. Il ne sanctionne pas l'acte présent, mais la mémoire qu'il ravive. Ainsi, la moindre imperfection devient la preuve d'une incapacité profonde. Chaque hésitation alimente l'idée d'un défaut fondamental. L'individu ne se contente plus d'analyser ses comportements. Il remet en question sa valeur même. Peu à peu, une dynamique toxique s'installe. L'être humain se divise intérieurement. Une partie observe, l'autre agit. L'une accuse, l'autre tente de se défendre. Le psychisme devient un champ de confrontation permanente. Cette guerre silencieuse consomme une énergie considérable, laissant derrière elle fatigue, anxiété et doute chronique. Plus le juge intérieur est actif, plus la spontanéité disparaît. L'action se rigidifie, la créativité se fige. La peur de l'erreur devient paralysante. L'individu commence à anticiper la critique avant même d'agir. Il se censure, se limite, se retient, convaincu que le moindre faux pas confirmerait ce verdict intérieur déjà prononcé. Et pourtant, cette voix ne reflète pas la vérité de l'être. Elle reflète une histoire, un conditionnement, une accumulation d'expériences non digérées. Mais tant qu'elle demeure inconsciente, elle agit comme une loi invisible. Elle façonne les choix, influence les relations, détermine les trajectoires. Reconnaître l'existence de ce juge intérieur, c'est déjà déplacer le centre de gravité. C'est créer une première fissure dans cette autorité silencieuse. Non pour la combattre, mais pour l'observer. Car l'inconscient ne cherche pas l'obéissance, mais la lucidité. Et dans cet espace d'observation, quelque chose commence à se relâcher. Et derrière cette voix sévère se cache un territoire bien plus vaste, souvent redouté, mais profondément libérateur. Celui de notre ombre. Il arrive un moment où le regard ne suffit plus, où les explications rationnelles perdent leur pouvoir, où l'intellect s'essouffle à force de vouloir comprendre sans ressentir. À ce seuil invisible, une autre voie s'ouvre, celle de la descente. Non pas une chute, mais un glissement progressif vers l'intérieur. Une lente traversée des couches superficielles de l'identité, comme si l'on quittait une pièce éclairée pour entrer dans une pénombre plus dense, plus silencieuse, où chaque pas devient plus attentif. C'est là que se tient l'ombre, non comme une entité hostile, mais comme un territoire oublié. Un espace psychique où se sont accumulées les émotions non exprimées, les élans retenus, les douleurs étouffées, les parts de soi jugées inacceptables. L'ombre est le lieu de tout ce que nous avons appris à taire pour continuer d'être aimés, acceptés, reconnus. Nous ne l'avons pas rejeté par choix. Nous l'avons fait par nécessité. À certains moments de la vie, cacher sa vulnérabilité devient un mécanisme de survie. Nous enfouissons nos peurs pour paraître forts. Nous dissimulons notre tristesse pour ne pas déranger. Nous retenons notre colère pour préserver les liens. Peu à peu, ces fragments relégués dans l'ombre se détachent de la conscience et poursuivent leur existence dans les profondeurs. Mais ce qui est enfoui ne disparaît jamais. L'ombre attend. Elle observe, elle écoute, elle ressent. Et lorsqu'elle est ignorée trop longtemps, elle cherche d'autres voies pour se manifester. Elle surgit dans les réactions excessives, les jugements tranchants, les comportements contradictoires. Elle s'infiltre dans les relations conflictuelles, les schémas répétitifs, les autosabotages subtils. Elle colore la perception que nous avons de nous-mêmes, distillant ce sentiment diffus de ne jamais être tout à fait à la hauteur. Ce n'est pas une vengeance, c'est un appel. Car l'ombre ne cherche pas à détruire l'estime de soi. Elle cherche à la rendre complète. Elle veut ramener à la lumière ce qui a été banni,
afin que l'être humain cesse de vivre amputé d'une partie de lui-même. Descendre vers l'ombre demande du courage. Il faut accepter de rencontrer ce qui fait peur, ce qui dérange, ce qui bouscule les images idéalisées. Il faut consentir à regarder ses fragilités sans les condamner, ses blessures sans les dramatiser, ses contradictions sans chercher à les corriger immédiatement. Dans cet espace, les émotions longtemps refoulées remontent lentement. Une tristesse ancienne peut réapparaître sans cause apparente. Une colère contenue peut se faire sentir dans le corps. Une peur diffuse peut surgir au détour d'un souvenir. Rien de cela n'est un échec. C'est le mouvement naturel d'une psyché qui commence à respirer à nouveau. Accueillir l'ombre, ce n'est pas s'identifier à elle. C'est lui offrir un lieu d'expression conscient. C'est reconnaître que la vulnérabilité fait partie intégrante de la structure humaine, que la fragilité n'est pas un défaut, mais un seuil, un passage entre l'illusion de maîtrise et l'authenticité. À mesure que cette rencontre s'approfondit, quelque chose se transforme. Le regard porté sur soi s'adoucit. Le besoin constant de se justifier s'atténue. La pression intérieure se relâche. Là où régnait la lutte, une forme d'espace apparaît. Là où dominait le jugement, une écoute s'installe. Dans ce lent processus d'intégration, l'estime cesse progressivement d'être une construction défensive. Elle se détache de la nécessité de prouver, de convaincre, de performer. Elle devient un mouvement intérieur, une reconnaissance intime de la totalité de l'être. Et dans cette totalité, l'ombre cesse d'être une menace. Elle devient un guide silencieux. Car rencontrer l'ombre ne suffit pas. Encore faut-il oser se libérer des chaînes invisibles qui l'ont façonné au fil de notre histoire. Il existe, en chacun de nous, un paysage ancien, façonné bien avant que nous sachions nommer nos émotions. Un territoire intérieur où se sont inscrites les premières impressions, les premières interprétations, les premières peurs. Dans cette terre psychique encore malléable, chaque regard reçu, chaque parole entendue, chaque silence perçu comme un rejet a laissé une trace. Non pas comme un souvenir précis, mais comme une empreinte émotionnelle. Ces empreintes deviennent peu à peu des certitudes, des vérités intérieures qui ne se discutent pas parce qu'elles se sont formées avant même que la conscience ne puisse les questionner. Elles s'infiltrent dans la manière de se percevoir, d'aimer, de se protéger, de se limiter. Elles sculptent des frontières invisibles entre ce qui semble possible et ce qui paraît inaccessible. Ainsi naissent les croyances fondamentales. Je ne suis pas assez, je dois mériter l'amour, je dois être fort, je dois me taire, je dois réussir pour exister. Ces phrases ne sont pas toujours formulées. Elles agissent en silence, orientant les décisions, colorant les relations, influençant les élans. Ce qui rend ces conditionnements si puissants, c'est leur ancienneté. Ils se sont enracinés à une époque où l'esprit cherchait avant tout la sécurité. Ils ont souvent émergé comme des stratégies d'adaptation, se conformer pour être aimé, se faire discret pour éviter le conflit, performer pour recevoir de la reconnaissance. À ce moment-là, ces mécanismes étaient protecteurs. Ils permettaient de survivre psychiquement. Mais ce qui protège à un âge peut enfermer plus tard. Lorsque la conscience s'élargit, lorsque la maturité émotionnelle s'installe, ces anciennes structures peuvent devenir des carcans. Elles continuent d'agir alors même que le danger n'est plus présent. Elles transforment le monde en un espace perpétuellement menaçant, où chaque interaction semble rejouer un scénario ancien. La libération ne consiste pas à effacer ces mémoires, mais à les revisiter, à leur offrir un regard nouveau, non plus celui de l'enfant vulnérable, mais celui de l'adulte conscient. Dans cet acte intérieur, une alchimie s'opère. Les événements du passé cessent d'être des juges. Ils deviennent des témoins, des fragments d'histoire qui expliquent sans condamner.
Revisiter ses mémoires, c'est observer avec douceur les scènes fondatrices. C'est reconnaître les blessures sans les absolutiser. C'est comprendre que ce qui a été vécu n'était pas une vérité sur l'être, mais une expérience située dans un contexte particulier. Peu à peu, les certitudes rigides commencent à se fissurer. Les croyances se nuancent. Les émotions autrefois figées se remettent en mouvement. Dans cet espace intérieur, le passé se transforme. Non parce qu'il change, mais parce que le regard qui se pose sur lui devient plus vaste. Ce qui semblait être une condamnation devient une compréhension. Ce qui paraissait définitif retrouve sa relativité. Les anciennes peurs perdent leur pouvoir de domination. Cette transformation ne se fait pas dans le bruit. Elle s'opère dans le silence de l'introspection, dans la lenteur de l'écoute, dans la patience de la répétition. Chaque prise de conscience ouvre un espace nouveau. Chaque souvenir revisité desserre un peu l'étau. Chaque émotion accueillie réintroduit de la fluidité là où régnait la rigidité. À mesure que ces conditionnements se relâchent, l'identité devient plus souple. Les choix s'élargissent. Les relations se vivent avec davantage de liberté. Les limites ne sont plus dictées par la peur, mais par la lucidité. L'individu cesse progressivement d'agir uniquement en réaction à son passé. Il commence à répondre au présent. Et dans ce déplacement subtil, quelque chose se réorganise profondément. L'image de soi se détache de l'histoire ancienne. Elle s'ancre dans une perception plus immédiate, plus vivante, plus incarnée. Ce qui a blessé n'efface plus ce qui est. Ce qui a manqué ne définit plus ce qui existe. Dans cette lente libération, l'être humain découvre qu'il ne se résume ni à ses blessures, ni à ses conditionnements, ni à ses anciens mécanismes de survie. Il se révèle comme un mouvement en transformation constante, capable d'intégrer son passé sans en être prisonnier. Et lorsque ces anciens schémas perdent enfin leur emprise, un espace nouveau s'ouvre, prêt à accueillir l'expression la plus vraie de notre être. Lorsque les profondeurs ont été traversées, quelque chose se dépose lentement dans l'être. Ce n'est pas une exaltation, ni un sentiment spectaculaire. C'est une stabilité nouvelle, presque imperceptible, qui s'installe comme une respiration plus vaste. Une présence intérieure qui ne cherche plus à se prouver ni à se défendre. À mesure que l'ombre est reconnue, que les complexes sont éclairés, que les blessures trouvent un espace d'intégration, les tensions anciennes se dissolvent. Le tumulte intérieur, longtemps entretenu par la peur, la comparaison et l'auto-jugement, cède la place à un silence habité. Non pas un vide, mais une densité paisible, une forme de solidité intime. Cette transformation modifie profondément la manière d'habiter son propre corps, son esprit, sa vie. Les gestes deviennent plus simples, les paroles plus justes, les choix moins contraints. Ce qui autrefois exigeait un effort constant se fait désormais dans une continuité naturelle. L'individu cesse de lutter contre lui-même. Il cesse de chercher à correspondre. Il commence à exister. Dans cette présence intérieure, l'estime de soi n'est plus une construction mentale. Elle n'est plus le résultat d'un discours positif, ni l'aboutissement d'une performance. Elle émerge comme une évidence tranquille, une reconnaissance silencieuse de sa propre valeur, indépendante des circonstances extérieures. Ce n'est pas une exaltation de l'ego, mais un apaisement de l'identité. Une dignité subtile s'installe. Non pas celle qui exige le respect, mais celle qui l'inspire sans le réclamer. Une dignité qui ne s'appuie sur aucun rôle, aucun statut, aucune réussite. Elle provient de l'accord profond entre ce que l'on est, ce que l'on ressent et ce que l'on exprime. Lorsque l'être intérieur et l'être extérieur cessent de s'opposer, une cohérence nouvelle naît. Dans la psychologie jungienne, ce mouvement correspond au processus d'individuation. Il ne s'agit pas de devenir exceptionnel,
mais de devenir entier, non pas d'atteindre un idéal, mais d'habiter pleinement sa singularité. L'individuation n'est pas une ascension, mais une intégration. Elle rassemble ce qui était fragmenté. Elle unifie ce qui était dissocié. Sur ce chemin, l'ego cesse progressivement d'être le centre. Une dimension plus vaste de l'être commence à guider les choix. Les décisions ne sont plus dictées par la peur de perdre, mais par la fidélité à ce qui résonne profondément. Les relations se transforment. Elles deviennent des espaces de rencontre plutôt que des terrains de validation. L'individu n'a plus besoin de prouver sa valeur. Il n'a plus besoin de se comparer. Il n'a plus besoin de s'ajuster en permanence. Il ressent intérieurement une légitimité tranquille, une autorisation d'exister tel qu'il est, dans ses forces comme dans ses fragilités, dans ses élans comme dans ses silences. Cette stabilité intérieure ne supprime pas les doutes, ni les moments de trouble. Elle transforme leur nature. Le doute n'est plus vécu comme une menace, mais comme une invitation à l'écoute. La difficulté n'est plus interprétée comme une remise en cause de la valeur personnelle, mais comme une étape naturelle du mouvement de vie. Dans cet état intérieur, une paix subtile se déploie. Une paix qui ne dépend ni de la réussite, ni de l'approbation, ni de la reconnaissance. Elle provient de la sensation profonde d'habiter sa propre existence, de se tenir au centre de soi-même, sans tension, sans justification, sans masque. Et dans cette présence silencieuse, quelque chose continue de croître. Car lorsque le soi commence à émerger, ce n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une relation consciente, vivante et profonde avec soi-même. À mesure que l'on avance sur le chemin de l'individuation, une vérité profonde se dévoile. Le silence n'est plus une absence à combler, mais une présence à habiter. Il devient un refuge intérieur, un espace sacré où l'ego cesse de lutter pour contrôler, comprendre ou expliquer, et apprend simplement à écouter. Écouter les murmures de l'âme, les symboles de l'inconscient, les élans subtils du soi. Ce chemin n'est ni linéaire ni confortable. Il implique parfois la solitude, le doute, la perte de repères, et même une forme de désorientation existentielle. Mais ce passage est nécessaire, car c'est précisément lorsque les anciens repères s'effondrent que de nouveaux fondements peuvent émerger. Le silence agit alors comme une matrice de renaissance. Il dissout les identités obsolètes. Il libère l'être des conditionnements hérités. Il ouvre la voie à une conscience plus vaste, plus lucide, plus enracinée. Celui qui accepte d'entrer dans ce silence ne fuit pas la vie. Il la rencontre à sa source. Peu à peu, l'angoisse laisse place à la clarté. La confusion devient compréhension. Le chaos intérieur se transforme en cohérence. Et dans cet espace retrouvé, une certitude s'installe. Nous ne sommes jamais réellement seuls lorsque nous sommes pleinement présents à nous-mêmes. Si tu traverses une période de retrait, de solitude ou de remise en question, sache que tu ne régresses pas. Tu te transformes. Ton inconscient ne te coupe pas du monde. Il te prépare à y revenir plus aligné, plus conscient, plus entier. Car l'individuation ne vise pas à nous isoler, mais à nous rendre capables de relations plus vraies, plus profondes, plus lumineuses. Et peut-être qu'au terme de ce chemin silencieux, tu découvriras ceci. Le plus beau dialogue que tu pouvais établir était celui avec ton propre être.